J'avais le diplôme à faire et en plus de ça, j'ai commencé mes business en ligne. Donc ça, c'était la deuxième année d'école d'ingénieur et ça a très vite décollé. Il faut être conscient que si on génère pas d'argent alors qu'on est salarié, ben c'est compliqué, quoi. Je veux dire, on doit être capable de faire les deux au début. Pour moi, quelqu'un qui a acheté du Bitcoin bas et qui l'a revendu haut, c'est pas forcément un entrepreneur, si tu veux. C'est un mec qui fait de la spéculation. Et c'est le problème des business crypto-monnaies, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont là juste pour cette spéculation. Et pour moi, il n'y a pas de valeur qui est créée. Il y a pas de, c'est pas de l'entrepreneuriat, si tu veux. Donc cette partie crypto, elle m'intéresse pas trop. Acheter bas, revendre haut, bien sûr, j'aime faire de l'argent, tout ça, mais je veux dire, c'est pas ça qui m'épanouit. Par contre, construire des boîtes tech dans le domaine, je trouve ça vraiment bien. Mais oui, c'est un projet qui est extrêmement volatile et c'est un projet qui est de start-up qui est très risqué. Et tout le monde est au courant de ça et tout le monde est OK avec ça. Mais c'est un projet qui peut aller très très loin si on l'exécute bien et si on est toujours dans la course à l'instant T où tout repart. Il y a pas mal de gens sur Internet qui disent voilà, les études m'ont servi à rien, mon diplôme d'école de commerce, tout ça. Moi, c'est faux. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à être organisé. Ça m'a appris à supporter une grosse charge de travail aussi. Quand on passe par une classe prépa, franchement, voilà, on sait ce que c'est bosser si on le fait bien. Donc oui, ça m'a appris énormément de choses. Et puis, j'ai appris à lire des bilans de société. Alors, c'est pas le meilleur chemin pour être entrepreneur, attention. Mais de là à dire que ça sert à rien et que c'est inutile, c'est faux. Donc bonjour à tous, salut Roman, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA. Salut Roman, t'as la patate? Salut Damien, ça va super, merci de m'inviter, ça fait plaisir. Yes, avec grand plaisir, en tout cas parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Alors Roman, vous allez voir, il a eu plusieurs vies et qu'il a maintenant en parallèle. On s'est connus il y a quelques temps et c'est un plaisir de t'avoir. On en discutait juste avant parce que t'es un petit peu plus jeune que moi. Et voilà, moi je suis toujours admiratif des jeunes qui commencent vraiment très très jeunes. Alors, il y a sûrement des contraintes qu'ils n'ont pas et que on peut avoir un peu plus tard, mais voilà, c'est un plaisir de te recevoir. Tu connais les règles du jeu du podcast? Je veux bien que tu les redonnes. Yes. Tu vas passer en entretien. Donc, on va regarder ton CV et on va regarder si tu réponds à tous les critères de l'entrepreneur à succès. À première vue, c'est bien parti. Tu vas avoir des questions calées, des questions décalées et tu auras le droit à 2 jokers. Maintenant, je connais Roman, je suis presque sûr qu'il ne prendra pas de joker parce qu'il est très joueur. Mais en tout cas, tu as le droit à des jokers, c'est-à-dire tu me dis Damien, cette question-là, pour certaines stratégies, business, etc., je ne peux pas répondre et on ne va pas plus loin. Tu n'argumentes même pas, ouais, tu me dis juste on peut pas y aller. Est-ce que ça te va? Tu acceptes les règles du jeu? Parfait, on peut y aller. Super, nickel. Donc, Roman, d'où tu viens? Alors moi, je viens de Normandie. Je viens de Normandie, à Caen plus précisément. Donc un peu, on va dire au-dessus de Paris, près de la mer. Ok. Donc aujourd'hui, tu as déménagé de Caen. On en discutait juste avant d'enregistrer. Tu as traversé la frontière, c'est ça? Ouais, moi je suis à Lisbonne depuis 1 an et demi. Je compte pas bouger du tout. Et je suis allé là-bas pour le soleil, pour les connexions avec les gens aussi. J'avais beaucoup d'amis qui me disaient du bien du Portugal. Et c'est vrai que pour travailler, c'est des conditions qui sont très intéressantes, autant du point de vue bonheur perso que business. Et aussi niveau tranquillité d'esprit. Parce que mine de rien, on est ici dans un pays où c'est assez relax. Il y a, je dirais, sûrement moins de problèmes au quotidien qu'en France. Donc c'est agréable d'être ici, tout en étant pas loin de la France et de la famille. Et est-ce il y avait un enjeu fiscal dans ton déménagement? Zéro. Zéro de chez zéro. J'ai laissé toutes mes boîtes en France et je suis moi-même fiscalement en France. Donc, non, il n'y a pas y a pas d'enjeux fiscaux, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, parce que, en fait, je te pose la question parce que je connaissais la réponse, parce que j'avais suivi au moment où tu étais parti. Et s'il y avait un enjeu fiscal, peut-être que tu aurais choisi un endroit où tu n'es pas épanoui au niveau personnel et au niveau de ta tête. Donc, Totalement. Et si on se base juste sur la fiscalité, le Portugal n'est pas un bon choix. Enfin, il y a plein d'endroits, Dubaï, en Estonie, où c'est bien moindre et où on peut aller. Donc, non, non, moi, c'était pas un enjeu, c'était pas
C'était pas du tout fiscal. C'était un moyen de s'épanouir aussi et puis de découvrir d'autres choses, de se challenger. C'est toujours intéressant d'être confronté à une autre culture. Ça ouvre certaines portes du cerveau, et donc c'est appréciable. Est-ce que tu as fait des études, Roman? Moi, j'ai un master 2, donc j'ai un diplôme d'ingénieur, pardon, en mécanique. Donc oui, j'ai fait un IUT. J'ai fait une classe prépa, un IUT et cette école d'ingénieur. Et donc, j'étais destiné à être ingénieur dans l'automobile. Et au final, ben, au terme, j'ai jamais été ingénieur, quoi. D'accord. T'as jamais utilisé ton diplôme pour travailler en tant que salarié? C'est ça exactement. J'ai été diplômé, puis finalement, j'avais déjà des business en ligne, donc ça l'a, ça l'a pas fait. Mais je tenais quand même à finir ces études parce que voilà, quand tu fais quelque chose depuis 4, 5 ans et qu'il reste un an, tu vas au bout. C'est logique. Enfin, ça me semblait logique au moment où je l'ai fait. T'as commencé à monter tes business pendant que tu étais étudiant, c'est ça? Ouais, en fait, j'étais en alternance chez Renault. Donc, j'avais le boulot en entreprise, j'avais le diplôme à faire. Et en plus de ça, j'ai commencé mes business en ligne. Donc ça, c'était la deuxième année d'école d'ingénieur. Et ça a très vite décollé. Et du coup, quand je suis arrivé en troisième année et qu'il fallait trouver un CDI, etc., moi, je n'ai pas du tout trouvé de CDI. Enfin, j'avais pas envie. Ils m'en avaient proposé un que j'ai refusé. Et je suis parti directement à vivre de mes business en ligne. Mais bon, c'est quand même intéressant et je vois pas mal de gens qui disent moi, je vais quitter mon boulot et lancer un business. Voilà, faut quand même faut être conscient que si on génère pas d'argent alors qu'on est salarié, ben c'est compliqué, quoi. Je veux dire, on doit être capable de faire les deux au début. Excellent. Ça me rappelle un de nos précédents invités, Thomas, qui n'est pas allé chercher son diplôme d'avocat. Il avait commencé à créer sa start-up. Je ne sais pas si tu connais Thomas Danzé, la première brique. Euh, Non, ça me dit rien. Pareil, même mindset, c'est-à-dire, voilà, il avait passé l'oral, il avait eu son diplôme, mais il n'est pas allé le chercher parce qu'il avait créé sa start-up vers la fin de ses études et il voyait beaucoup plus de potentiel d'épanouissement personnel. Et bizarrement, quand on est épanoui personnellement, ce que je dis souvent, c'est le meilleur moyen pour faire des thunes. Euh, Totalement. donc Ça, je suis d'accord. donc c'est du coup un réel point commun que vous avez qui est important. Et une autre chose que tu dis qui est importante, mais on va le développer à un certain moment, c'est on entend beaucoup de youtubeurs brûle le bateau, comme le général qui met ses troupes et pour pas qu'ils puissent... Oui, en temps de guerre, c'est peut-être cool. Mais quand tu as un travail, une famille ou ne serait-ce que des charges personnelles, il y a aujourd'hui possibilité effectivement de tester les choses, de commencer en parallèle. Alors ça va peut-être te demander un peu plus de travail, peut-être que tu vas devoir travailler le samedi et le soir. Mais voilà, brûler le bateau, c'est bien sur YouTube. Ça fait sûrement très sexy, mais dans la vraie vie, si le stress que tu as augmente un peu trop, est-ce que tu seras épanoui, ce que je dis souvent, pour prendre les bonnes décisions? Je suis pas persuadé. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et dire de brûler le bateau à une mère de famille qui a 2 gosses à nourrir, c'est totalement irresponsable, quoi. Donc oui, faut faire un petit peu attention à tous ça fait beau sur le papier, mais voilà, c'est sûr qu'il faut modérer un petit peu ce genre de propos. Yes. Est-ce que tu es en couple, hein? Non, 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 non. Tu es, t'es en recherche, tu vas mettre une annonce, non? Tu es plutôt vélo ou voiture? Je suis plutôt voiture, malheureusement. Yes. Pourquoi malheureusement? Parce que ça pollue, mais et j'aime pas le vélo. Je déteste le vélo. Par contre, j'ai pas de voiture pour le coup à Lisbonne. J'ai pas besoin d'avoir de véhicule. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que quand je rentre voir la famille, etc., je suis plus voiture que vélo. Ça, c'est clair. Vélo Après, électrique, on va dire. Ça, c'est cool. vélo à Lisbonne, faut quand même avoir des bons mollets, hein, parce que ça monte un peu. Ah ouais, non. Ouais, non, non, ça c'est clair. Non, je suis plus trottinette à Lisbonne, parce il y a des trottinettes électriques en libre service, ça c'est plutôt cool. Mais et puis même la voiture à Lisbonne, c'est un enfer. Les rues, elles sont toutes petites, c'est cabossé, et je pense que c'est le meilleur moyen de se planter dans tous les sens. Tu essaies de mettre de l'énergie verte, parce que tu avais l'air, et souvent quand je pose cette question, moi, en fait la question, elle me sert juste d'avoir la réaction de la personne pour voir comment elle voit, comment elle imagine en fait, pourquoi je pose la question en fait. Je vois dans la personne que j'interviewe, pourquoi il me pose cette question. Tu mets de l'énergie verte dans tes business, c'est un truc où tu es réellement, t'as réellement une logique là-dedans ou pas, à ce stade? Quand tu dis énergie verte, tu parles des... C'est-à-dire, tu vas plutôt choisir un sous-traitant où tu sais qu'il va être, entre guillemets, socialement responsable ou pas du tout? Alors, non, jusqu'il y a peu.
Mais il n'y a pas longtemps, justement, je bosse sur un jeu mobile Play and Earn, on pourra y revenir plus tard, mais on avait le choix de la blockchain. Donc la blockchain, c'est en gros le réseau sur lequel le jeu va être distribué. Et là, entre deux technologies, on a choisi la technologie qui était une techno verte et qui relâchait pas de CO2. Donc tu vois, c'est une question que j'aurais répondu non jusqu'à peu, et là finalement oui. À performance égale, oui, toujours. À performance non égale, pas sûr. D'accord. Ouais, parce que voilà, si on peut et que ça nous prend pas grand-chose sur notre vie, pro ou perso, on y va, quoi, c'est ça. Totalement, c'est Yes. exactement ça. Donc, tu disais tout à l'heure, si je résume, tu as toujours été dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, toujours été dans l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a des gens, ils commencent bien plus tôt que moi. Moi, j'ai commencé à 23 ans, 23, 22 même. Il y a des gens qui skippent cette partie école et qui y vont directement. Hmm. Mais moi, le but, c'était le diplôme d'ingénieur, plus finalement pour mes parents que pour moi quand j'y réfléchis. Mais il fallait arriver au bout. Et donc, tout était focalisé là-dessus. Quand tu fais une classe prépa ou quand tu fais une école d'ingénieur, normalement, tu n'as pas le temps de monter un business en ligne. Enfin, c'est compliqué. Oui, il y a entre la fête, entre le boulot, tu montes pas un business. Donc, oui, et puis après, dès que j'ai eu la possibilité, je me suis enfui le plus vite possible, hein, ça c'est sûr. Tu as créé combien de boîtes, du coup, depuis tes 23 ans? Enfin, même pas, du coup, tu as commencé un peu plus tôt, depuis la vingtaine, tu as créé combien de boîtes? J'en ai deux. Une boîte de formation en ligne et la boîte enfin, formation en ligne et agence digitale, et une boîte de Play and Earn, MechaChain. Donc ça fait 1 an et demi maintenant, un an. Donc deux boîtes pour l'instant, les deux vont bien. Donc c'est T'as plutôt pas créé rassurant. de Mais société en immobilier, non? Depuis notre dernière discussion? j'ai une holding en IMO, ouais. J'ai une D'accord. holding en IMO. Ok. Mais je le considère pas comme si, c'est effectivement sur le papier, c'est une société. Mais je veux dire, c'est pas un truc où je vais mettre du travail, je vais apporter de la plus-value, etc. J'ai acheté un bien, voilà. C'est pas un grand truc, quoi. Mais c'est une D'accord. holding, oui. C'est sûr on peut le considérer comme IMO. Excellent. C'est quoi ton quotidien en tant que chef d'entreprise? Bah, moi, c'est pas très sexy, hein. Je me lève, je me mets devant l'ordinateur de 8 heures jusqu'à 20 heures, je bosse et après je vais au sport et voilà. C'est ma vie là en semaine, et le week-end, bien sûr, il y a des sorties, il y a des trucs. Mais c'est vrai que du lundi au vendredi, c'est du boulot, et en fait, ça me va très bien, et je sociabilise en dehors, je sociabilise en réel en dehors du boulot. Mais pour l'instant, c'est ça, et ça le sera encore pendant quelques années. Là, tu m'as parlé d'horaire, est-ce que aujourd'hui tu as tu as l'impression d'avoir une casquette de chef d'entreprise ou d'homme à tout faire, de couteau suisse comme on dit de temps en temps? Comment tu vois toi ta fonction en fait? Bah, sur la première boîte, c'était clairement homme à tout faire. Sur la formation en ligne, je faisais quasiment tout. Et sur la deuxième boîte, c'est clairement une vision chef d'entreprise avec plus de 30 personnes à manager, avec gérer des conflits humains, prendre des décisions stratégiques. Donc, ouais, sur la deuxième boîte, c'est du chef d'entreprise, hein. Je suis beaucoup moins dans l'opérationnel, et c'est mon temps de cerveau qui est valorisé, on va dire. C'est très différent. Passer de l'un à l'autre, franchement, c'est comme apprendre à, je sais pas moi, un animal qui nage pas à nager, quoi. C'est c'est un sacré bordel au début. Et puis petit à petit, on s'y fait. Et on en parlait avant. Tu passes d'un business à cash flow où à la fin de la journée, tu regardes ton CA, à un business où tu vas dépenser de l'argent pour espérer en faire plus dans un an. Donc, c'est deux logiques qui sont totalement opposées. Et franchement, voir les deux, c'est une grande chance, je pense, pour la suite, pour tout ce que je vais faire par la suite, parce que j'aurais vu un peu les deux côtés, et les deux ont des avantages et des inconvénients, hein, clairement. Alors là, c'est parce qu'on parle du coup pour remettre les choses donc de business qu'on appelle d'infoproduits. Donc on vend des produits sur Internet. Du coup, effectivement, c'est beaucoup plus, c'est pas plus simple, mais en tout cas, il y a une rapidité d'exécution qui est plus rapide. À côté de ta deuxième société, qui est une société de tech, de technologie, c'est-à-dire avec beaucoup de développement. Et du coup, même si tu as fait une levée de fonds, il me semble. Alors oui, c'était une ICO, ça s'appelle, ouais. Mais c'est équivalent à une levée de fonds. Du coup, on lève beaucoup de fonds pour pouvoir avoir beaucoup de ressources qui vont développer pendant un moment. Et on en parlait juste avant, mais pour repréciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, bah, ça fait que pendant un moment, on a beaucoup de charges, beaucoup de dépenses. C'est pour ça qu'on a besoin de lever et d'avoir de la trésorerie pour avoir tous ces devs. Et ensuite, à un moment,
ça devrait se rééquilibrer quand le produit va sortir en V1, V2 et qu'il il va y avoir des gens qui vont, des clients en face, quoi. C'est ça le business model que vous avez, je suppose. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, et puis jusqu'au moment où tu es profitable. Et voilà. Mais c'est des business avec quand même plus de risques, du risque humain, du risque financier. Et c'est pas plus facile, en fait, ou c'est pas plus dur, c'est juste différent. Mm. Enfin, après, voilà, entre être solopreneur et ça, je dirais qu'il y a un degré de difficulté qui est quand même différent. Mais voilà, pour amener les deux au bout et faire du chiffre, les deux sont assez complexes. Il n'y a rien qui tombe gratuitement, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, en tout cas, et je te le souhaite pas dans ces cas-là, mais tu n'as pas t'as pas connu de fermeture de boîte, de société. Non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Et ça viendra sûrement dans ma carrière d'entrepreneur. Et entre guillemets, je me le souhaite parce que faut passer par ces phases-là. Donc, non, pas encore. Quelle est pour toi la meilleure compétence que tu as pour réussir dans le poste de chef d'entreprise, d'entrepreneur? La persévérance, clairement. Être persévérant. Une, Toujours tu n'arrêtes continuer à aller de jamais. l'avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, quand tu te prends un mur, bah, faut se relever et on contourne le mur et on y va, quoi. C'est comme un combat de boxe, hein, une boîte sur le long terme. Tu te prends des coups, faut être capable de répondre, et puis petit à petit, ta garde, elle augmente et tu avances. Donc oui, non, clairement, être persévérant. J'ai vu trop de monde se lancer dans des business et puis abandonner à la première difficulté. C'est ce qui fait tenir. Bon, c'est ce qui fait aussi l'écrémage naturel entre ceux qui se lancent Totalement. et ceux qui restent. Euh, et du coup, à l'opposé, quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer avec cette casquette de chef d'entreprise? C'est compliqué à dire, je sais pas trop. Peut-être le fait d'être totalement, entre guillemets, obsédé par le business. Ça peut être un défaut pour certains aspects de la vie aussi. Ouais, le fait d'aller à 300% dans tout ce que je fais peut aussi parfois me jouer des mauvais tours. Tu as l'impression aujourd'hui qu'il y a dans l'équilibre vie perso, vie pro, tu t'entends ça? Maintenant, c'est bon. Là, j'ai réglé ces problèmes-là en allant faire du sport, etc. Mais c'est vrai que les premières années, tu passes d'une école d'ingénieur, d'un job à tout solo avec ton PC. Forcément, tu peux vite te retrouver à faire que bosser et à plus voir des gens, à avoir des relations qui sont plus compliquées avec les gens parce que tu as moins l'habitude de leur parler. Mm. Donc oui, oui, tout le monde passe par là. Au début, quand tu vois que ça marche, tu appuies sur le champignon, le business prend un gros boost et après, effectivement, il faut régler ces problèmes-là. Excellent. C'est quoi ton chiffre d'affaires l'année dernière sur tes deux sociétés? Alors sur le jeu Play and Earn, c'est 7,5 millions. Et sur les formations, ça doit être 600, je crois. 600 000, ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est un CA qui est divisé par deux par rapport à l'année d'avant parce que bah, on est plus dessus, on a mis un employé. Mais c'est sans dépenses pub, sans rien du tout pour le coup. C'est juste, j'aime pas ce mot, mais en automatique. Ouais. Et par contre, comment tu as fait le chiffre d'affaires sur l'autre société si c'est en développement? C'est justement le principe d'une ICO. Une ICO, c'est tu vas vendre une crypto-monnaie qui sera utilisée dans ton produit avant le lancement. D'accord? Et donc, voilà, ça a fait 7 millions et quelques de ventes, plus on a vendu pour 500 000 euros de NFT, donc D'accord. 7,5 millions. Et c'est du CA en fait, c'est compté comme du CA. D'accord, c'est les gens qui ont acheté les tokens pendant la levée de l'ICO, quoi, entre guillemets. D'accord. Exactement, c'est exactement ça. Et ça te Ok. permet de te financer, de ne pas diluer le capital, donc c'est quand même très intéressant comme opération. D'accord. Ouais, c'est différent d'une levée de fonds classique, du coup. C'est différent d'une levée de fonds classique, sachant qu'on prépare une levée de fonds en equity pour la suite. Parce qu'on est en train de développer un jeu ça coûte cher. On a un cash burn qui est important, ce qui est normal. On a une grosse équipe. Un cash burn, du coup, juste pour ceux qui sont pas anglophones. Cash burn, c'est combien on dépense par mois. Parce que oui, c'est une société qui dépense plus que ce qui rentre. À l'instant T, à l'instant T, à l'instant T. À l'instant T, absolument. Uber dépensait plus que ce qu'il gagnait à l'instant T. Hein, toutes les sociétés innovantes font ça. C'est un modèle. Enfin, C'est ça, exactement. Et il y en a qui passent jamais cette bascule de dépenses à bénéfices comme un Uber ou un Uber Eats ou des boîtes comme ça pour l'instant qui crament énormément de cash, mais qui accumulent de la data. Et je voulais en venir à oui, et justement, on est en train de préparer une levée de fonds en equity parce que justement, c'est un business qui coûte très cher à faire tourner et on est en bear market crypto, ce qui fait que
les ventes de NFT, etc. C'est très compliqué en ce moment. Donc voilà un petit peu où on en est, mais on a de quoi continuer le développement du jeu Pareil, pendant bear market, quelques mois. ça veut dire quoi? Bear market pour ceux qui... Bear market, c'est le qui moment en connaissent. crypto où tout s'est effondré, quoi, où la crypto-monnaie vaut plus rien et il y a un désintéressement du public envers la crypto-monnaie. Et ça arrive tous les 3-4 ans. Alors, ce qui est terrible là-dessus, c'est que l'investisseur lambda prend peur dans ce moment-là et retire tout. Donc, ça effondre encore plus. Et les gros investisseurs et les gros et ceux qui sont logiques en fait, qui ont ils achètent puisqu'on achète. Et du coup, quand ça va monter d'ici quelques mois, puisque en fait, les amis, ça va monter. C'est-à-dire que tout ce qui descend monte, tout ce qui monte descend. Donc l'immobilier, ça va descendre à un moment, forcément. Hein. Parce que tout ce qui monte descend, c'est des cycles. Quand vous voyez sur, prenez 100 ans. Bon, il y a les guerres, donc on n'est pas encore dans une politique de guerre mondiale. Donc il faut retirer juste cette partie-là, mais tout le reste, c'est des cycles. Et effectivement, 3-4 ans, c'est le cycle sur les cryptos. 30 ans, c'est un cycle en immobilier. On voit les trackers, c'est la même chose. Des trackers, si on les prend sur le temps, c'est jamais perdant en fait, quoi. Ce qui est perdant, c'est si tu retires ton argent quand c'est en bas, entre guillemets. Donc c'est... C'est ça. Après, voilà, il y a des. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais par rapport aux autres cycles de marché, il y a aussi des aspects régulation. Enfin, voilà, c'est un marché qui est quand même très compliqué, la crypto-monnaie, qui est très spéculatif. Ça finira par remonter, oui, clairement. Quand, je ne sais pas, parce que on est quand même dans des conditions de marché qui sont très très dures, et au niveau inflation, et au niveau bourse, et au niveau de plein de choses. Donc voilà, est-ce que maintenant est le moment d'acheter? Je ne saurais pas dire. J'avoue que je ne suis pas expert là-dedans. Et c'est pour ça que je préconise toujours d'acheter en DCA, quoi, de mettre un petit peu tous les mois et de en lisser son investissement. Du coup, en DCA, Dollar cost average. Donc ça veut dire, peu importe comment est le marché, je vais allouer la même somme à un actif tous les mois, afin de lisser mon prix d'entrée. non, du coup, Donc voilà. Mais en fait, c'est ce que j'aime pas du tout avec la crypto-monnaie. En fait, j'aime pas les business qui sont spéculatifs. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui a acheté du Bitcoin bas et qui l'a revendu haut, c'est pas forcément un entrepreneur, si tu veux. C'est un mec qui fait de la spéculation. Et c'est le problème des business crypto-monnaies, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont là juste pour cette spéculation. Et pour moi, il n'y a pas de valeur qui est créée. Il y a pas de, c'est pas de l'entrepreneuriat, si tu veux. Donc cette partie crypto, elle m'intéresse pas trop. Acheter bas, revendre haut, bien sûr, j'aime faire de l'argent, tout ça, mais je veux dire, c'est pas ça qui m'épanouit. Par contre, construire des boîtes tech dans le domaine, je trouve ça vraiment bien. oui, c'est... Mais les boîtes sont soumises à cette variation du Bitcoin, forcément. Non, mais tu dis bien, c'est pas de l'entrepreneuriat. Après, c'est des allers-retours, c'est de l'investissement. Moi, ce qui me fait marrer plutôt, c'est que l'année dernière, on avait beaucoup d'experts aux crypto-monnaies. Et cette année, on en a beaucoup moins. Bah, tout le monde est parti, hein. Tout le monde est Bah, c'est parti facile, totalement. ouais. C'est facile d'être expert quand ça monte, c'est facile d'être expert. Hein. Tout le monde réussit. Exactement, c'est ça. Mais effectivement, toi, tu mises sur les sous-jacents, c'est-à-dire sur les projets techniques qui vont drainer ou pas, enfin qui vont monter ou pas monter, mais sur ce marché-là, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis moi, je suis plus un bâtisseur que. Bien sûr, j'investis, mais voilà, le simple. Enfin, j'ai pas un business d'investissement ou un truc comme ça. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Excellent. Et toi, tu penses que ton projet, si on va par rapport à ton projet, il est lié, c'est-à-dire que si les crypto-monnaies continuent de baisser, l'efficacité et la réussite de ton projet est liée à la baisse ou à la hausse des crypto-monnaies? Parce que du coup, ça rend ton projet très volatile. Sur le court terme, oui, c'est lié. Sur le long terme, non, puisqu'on va développer un jeu. Donc, sur le court terme, oui, bien sûr, l'intérêt des investisseurs, l'intérêt des gens. Dès que la crypto-monnaie s'effondre, tous les jeux crypto, les gens se disent, bon, bah, crypto, c'est au sol, je vais pas voir. Mais à partir du moment où il y a un jeu qui est joué par des joueurs, etc., là, non, c'est décorrélé, si tu veux, du marché crypto, plus ou moins. Hein, ça va pas être totalement décorrélé. Mais oui, c'est un projet qui est extrêmement volatile et c'est un projet qui est de start-up qui est très risqué. Et tout le monde est au courant de ça et tout le monde est OK avec ça. Mais c'est un projet qui peut aller très très loin si on l'exécute bien et si on est toujours dans la course à l'instant T où tout repart. C'est ça, c'est le plus dur, les amis, pour ceux, quand vous imaginez pas. En fait, c'est très dur comme business model à comprendre quand on est dans une vie assez classique, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent et potentiellement à certains moments, par rapport à une décision réglementaire qui peut arriver, par exemple une licence qui met 6 mois de plus à arriver alors qu'elle aurait dû arriver 6 mois plus tôt, il faut recramer
Donc, allez à nouveau chercher de l'argent. Vous n'y arrivez pas. En fait, votre projet qui est magnifique, d'un coup, comme vous n'avez plus de quoi payer les devs, bah, il capote. C'était l'une des alertes du Y Combinator. Je ne sais pas si tu connais le Y Combinator. C'était l'une des alertes des patrons du Y Combinator qui disait attention, attention, ça compliqué. Il proposait aux sociétés de faire vraiment attention à leur trésorerie, à leurs dépenses en dev parce que les levées de fonds qui allaient arriver, les valos qui allaient être dessus, allaient être un peu revues pendant quelques mois et un peu plus difficiles, quoi. C'est intéressant, tu étais tombé sur le même doc que moi qui était vraiment bien et qui disait voilà, c'est pas le moment de lever, faites attention à chaque euro. Oui, en fait, on était dans une période de l'argent fou hein, où n'importe quelle boîte zombie pouvait lever n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça sera pas du tout le cas. C'est les investisseurs, ils veulent de la renta, ils veulent du sûr. Et les portefeuilles des VC, donc des capital ventures, les mecs qui investissent, se sont fait mais dégommer, mais vraiment, vraiment violemment par la crise. Donc oui, c'est pas le moment de lever. Et lever en ce moment, c'est un petit peu un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'on a mal calculé et qu'on lève à une valorisation qui est 3 fois plus basse par rapport à une période où tout va vite. Donc il y a très peu de projets qui lèvent. C'est des projets qui sont excellents en ce moment. Donc c'est une période complexe, ouais. Alors, paradoxalement, c'est une bonne période en tant qu'investisseur pour rentrer dans ces projets-là, donc bien sélectionnés, parce que pour le coup, c'est des valos qui en 3 mois ont pu être divisés par 2, donc c'est des bonnes valos pour rentrer en tant qu'investisseur, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, encore une fois, les contextes à chaque crise, ils sont différents. Et autant, là, on a quand même, on a quand même un combo qui est assez violent entre guerre et pénurie de matières premières. Et du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, voilà, j'ai pas trop de doute que malgré les turbulences, ça reviendra à la normale au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant d'aspects macro qui sont un peu embêtants. Et pour en revenir à Y Combinator, oui, clairement, eux le disent, la période est trouble. Et il y a beaucoup de boîtes qui vont sauter. Beaucoup, beaucoup de boîtes qui vont sauter. Bon, après, c'est tout à fait naturel. Il faut un écrémage. Un écrémage, c'est comme on disait à un moment que l'écrémage de la population. Enfin, il faut un écrémage des moments où il y a des choses qui vont en croissance trop rapide, on va dire. Donc, c'est ça. Les meilleurs resteront et ceux qui avaient levé des fonds comme des guignols tomberont et du coup, il y aura des gens qui perdront un peu d'argent. Il faut être dans les plus malins dans ces jeux-là, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, et vous pouvez voir sur toutes les courbes, ça remonte. Après là, le seul truc, c'est qu'on a effectivement, comme tu dis, énormément d'indicateurs négatifs hein, qui viennent se cumuler. Et du coup, ça peut prolonger encore plus la sortie de cette crise, quoi. Parce qu'on n'est pas encore dans la crise. J'ai aucun doute que dans 5 ans ou 10 ans, ou je sais pas trop, mais ça reprendra. C'est même pas une option. Alors, à côté du business, t'as quoi comme... t'as des passions ou c'est focus business? Ouais, j'ai des passions, j'aime beaucoup voyager et beaucoup de sport, énormément de sport. Donc, je dirais que c'est les 3 trucs qui m'animent. Sport, Judo, business, non? voyage. Tu faisais pas du judo? J'ai repris à Lisbonne, mais j'ai pas repris très longtemps. Et ça matche plus. Ça matche plus comme avant. Mais là, en ce moment, c'est muscu avec un coach. Et donc, le but, c'est de bouger un petit peu parce que le risque de nos métiers, c'est quand même d'être sur l'ordi toute la journée sans voir personne. Faut pas l'oublier. Et ça peut avoir des séquelles. Surtout, nous, on est en full remote sur les 2 boîtes. Par contre, j'ai des associés sur Lisbonne, etc. Et je les vois très régulièrement. Mais oui, il faut bouger, il faut faire du sport. Sinon, on devient sédentaire sur son ordi et c'est vraiment pas bon, quoi. Pour le bonheur perso, c'est pas terrible. Pour la santé aussi, hein. Pour la santé en plus, ouais, totalement. C'est un vieux qui te dit ça. Mais... Ouais, Non, faut bouger, faut bouger. Mais là, tu vois, j'ai acheté un bureau où je peux bosser debout et ça, c'est cool. Tu fais plein de choses. Du coup, tu as commencé pendant tes études. Là, maintenant, tu avais une boîte qui marchait bien. Tu t'es dit, tiens, c'est trop facile. Pourquoi pas monter une autre? Pourquoi pas le faire dans un autre domaine? Pourquoi pas le faire dans un monde qui est volatile? Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ce qu'on appelle traditionnellement le why, ton pourquoi, qui fait que tu passes de 8 heures à 20 heures tous les jours, alors que tu as une boîte en semi-passif qui pourrait te permettre d'être libre financièrement
et de pouvoir aller sur une plage tranquille. Ouais, clairement, bah, c'est sûr, hein, c'est un truc auquel j'ai déjà j'ai déjà pensé. Tu vis de ton business passif, tu envoies un petit email par jour et tu es tranquille. Maintenant, moi, ce qui m'anime, c'est construire. J'adore construire, j'adore bâtir, j'adore faire des projets et je suis incapable de rester, 1 heure sans rien faire. C'est aussi un problème, hein, mais je suis pas capable de rester inactif. Donc j'ai tout le temps besoin de penser à monter un business et cetera, ce genre de trucs. Mais c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui et je suis content, en fait. Quand je me lève le matin, j'ai un grand sourire parce que je sais que je vais passer une journée à parler avec des gens qui sont géniaux, à apprendre plein de choses, à faire avancer le business. Donc ouais, voilà, ce qui m'anime, c'est, faire avancer les business, clairement et mener une idée au bout aussi. Yes. Donc, tu as fait des études et est-ce que Ouais. tu juges que tes études t'ont servi? Oui, beaucoup, beaucoup, en fait et il y a pas mal de gens sur internet qui disent: «Voilà, les études m'ont servi à rien, mon diplôme d'école de commerce, tout ça». Moi, c'est faux, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à être organisé, ça m'a appris à supporter une grosse charge de travail aussi. Quand on passe par une classe prépa, franchement, voilà, on sait ce que c'est, bosser, si on le fait bien. Donc oui, ça m'a appris énormément de choses et puis, j'ai appris à lire des bilans de société, alors c'est pas le meilleur chemin pour être entrepreneur, attention, mais de là à dire que ça sert à rien et que c'est inutile, c'est faux et d'ailleurs si on regarde les stats, c'est du factuel. Quelqu'un qui est en bac+5 qui monte une boîte, il a 5 fois plus de chances de réussir que quelqu'un qui a pas de diplôme. Donc après on peut dire: «Ça sert à rien» et cetera, peut-être. Maintenant les faits, ils sont là, les chiffres sont là. Donc oui, clairement, ça sert, ça sert. Et il faut prendre un peu les infos qui nous intéressent et s'en servir pour son business. Yes. Maintenant, tout ne sert pas. Je faisais des trucs en maths qui me serviront plus jamais dans ma vie. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Ouais, j'ai fait beaucoup de mathématiques et tu sais, les calculs complexes où pendant que tu le fais à l'école, où tu as compris et tu dis est-ce que ça te servira un jour, je pense que ça sert à ce que ton cerveau, je suis assez d'accord avec toi sur les études malgré tout, ça sert à ce que ton cerveau aille vite, à un moment en tout cas. Maintenant attention, effectivement, la vie n'est pas binaire, d'accord? Donc si t'as pas fait d'études, bien évidemment que tu as toutes les chances de réussir une entreprise si tu te donnes les moyens et si tu te bouges. La question, elle était orientée sur ceux qui ont fait les études. T'as pas fait d'études, mais en fait, il y a un facteur clé d'échec, c'est de consommer sans produire. C'est le facteur. Ouais, Vous savez qu'on ouais, on fait souvent les facteurs clés de succès, il faudrait qu'on fasse les facteurs clés d'échec. c'est très bien ce que tu as dit et tu résumes tout. Consommer sans produire. C'est exactement ça, en fait. Et en fait, tout fonctionne comme ça dans la vie, hein, j'ai l'impression. Si tu regardes et si tu consommes le travail des autres, bah forcément, il se passera pas grand-chose dans ta vie. Ouais, je suis plutôt d'accord. À un moment, il faut faire. Et ensuite, la difficulté qu'on a. Après, je vais reprendre le reste de cette question-là qui est intéressante sur les études et que je vais aller au bout. Mais j'ai été confronté à ça avec mes enfants il y a quelques jours. Je kiffe ce que je fais. J'ai pas honte à le dire. Je travaille beaucoup, mais je kiffe ce que je fais. Ce qui fait que je suis rentré la dernière fois à la maison et j'ai eu droit à la chanson T'es là ou t'es pas là. Mais t'es là, mais t'es pas là. Parce qu'en gros, c'était leur mère qui avait fait le signe parce que j'étais rentré un peu tard pour montrer que j'étais pas là, quoi. Et en fait, je dis à ma fille, mais tu sais, papa, ce qu'on construit, bah, faut que je travaille pour ça. J'ai des responsabilités, j'ai des gens qui attendent ça, qui travaillent avec moi et bah, qui vivent de nos sociétés. Ah oui, mais parce que moi j'ai une copine, son papa il travaille beaucoup parce que lui il a. Je dis en fait, tu confonds deux choses. Et c'est vrai que dans nos métiers c'est compliqué. C'est que comme on les fait un peu de passion, les gens des fois se disent, tu sais, c'est simple parce qu'on est passionné et que du coup effectivement quand tu bosses de 8h à 20h, n'importe qui devrait dire à la fin, Damien, j'ai une vie de merde, je bosse de 8h à 20h, je fais 60 heures par semaine. Combien t'entends de personnes? C'est clair. Je fais 60 heures par semaine. Mais toi, en fait, t'es comme moi sur le principe où, moi, si j'ai, heureusement, moi, j'ai ma famille, du coup, ça me freine. Mais si j'étais pas freiné par ma famille, je pense que je ferais aussi des séances nocturnes, entre guillemets. Je ferais des séances, en plus, je trouve ça sympa le soir, de remettre une couche. Après, le problème, c'est que t'es décalé sur ton sommeil, mais c'est un travail que je kiffe. Mais voilà, parce qu'on est des passionnés de ce qu'on met en place. Tout ça pour revenir au fait que quand tu consommes du YouTube, quand tu vas consommer notre vidéo, toi qui nous regardes, ça peut paraître simple, ça peut paraître sans friction. Il va falloir se bouger. Tous les jours, on a des remises en question et des choix à faire. Des gens qui, au fur et à mesure, nous demandent des business, nous demandent des conseils.
Donc, Ouais, et il puis faut... après, tu sais, faut garder un petit peu. Moi, ça me fait rire les gens qui disent ouais, tu bosses tout le temps, etc. C'est vrai. Maintenant, si j'étais ingénieur en région parisienne avec 1 heure de RER le matin, bosser, je suis pas sûr que ça prenne moins de temps. En fait, oui, effectivement, tu es moins sur ton lieu de travail, mais avec les 5 semaines par an, etc., je suis pas persuadé que tu sois plus présent pour ta famille en étant ingénieur salarié que entrepreneur, hein. Excellent Et quand tu tu parles de l'es même présence. moins. Tu Yes, l'es même moins. en plus, quand tu parles de présence, c'est excellent parce que, en fait, j'ai le souvenir, je m'étais bloqué le dos, je raconte ma vie, il y a 1 an. Et c'est marrant parce que mon ostéo, qui est un copain, il me dit, en fait, moi, je me suis bloqué le dos en reprenant le travail après des vacances. Et il me dit, normalement, les gens, ils se bloquent le dos en arrivant en vacances. Parce qu'en fait, ils ont tellement la tension du travail qui se relâche que les premiers jours de vacances, tout est relâché et du coup, bim, ils se bloquent le dos. Il dit, c'est marrant, moi, c'est le contraire, du coup. Et ça m'étonne pas, en fait, parce qu'on a une logique. Moi, quand je retourne au travail, j'adore ma famille. Par contre, quand j'ai pas travaillé pendant plusieurs jours, ma femme, ça la rend folle, mais je lui dis, en fait, je suis encore en situation de manque. Mais pas manque de chiffre d'affaires ou machin. Manque d'aller péter mon cerveau sur des sujets, quoi. C'est totalement normal et c'est même sain, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, après, voilà, il faut faire la part des choses, faut voir des gens en dehors du business, etc. Ça, c'est même pas une option. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et personnellement, je pense être plus présent pour les gens que j'aime que si j'étais salarié. Moi, j'ai des parents qui sont profs, du coup, plus de vacances que la normale et ça me permet de les voir plus, en fait. Alors que si j'étais Mm. salarié, bah, je pourrais pas passer tout ce temps avec eux. Pareil pour les grands-parents, pareil pour pas mal de monde. Donc voilà, mais oui, non, moi, c'est pas, c'est rare, mais il y a des jours où je peux ne pas bosser, par exemple, si j'ai pas envie. Donc Ça, j'adore ce que tu viens de dire, Roman. C'est, en fait, cette liberté, on le fait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des jours où on va vouloir déconnecter. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de pouvoir me dire que je peux le faire, en fait. je peux acheter, mais j'achète pas. Et c'est la même chose avec l'arrêt. Ouais, c'est avoir le choix. Et avoir le choix, c'est très important dans la vie, je pense. Excellent. Non, ouais, c'est vraiment pertinent sur. Au final, si on remet ce que je voulais dire sur le lumbago, c'est. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui. Et dans mon ancienne vie. Alors, moi, j'ai jamais été comme ça quand j'étais salarié parce que j'aimais bien mon travail pour le coup. Mais qui sont stressés à partir du dimanche midi ou du dimanche début d'après-midi parce qu'ils reposent au travail de la semaine. Donc, si tu remets tous ces bouts-là, nous, entrepreneurs, au final, bah, comme on est plutôt heureux dans l'ensemble, effectivement, quand on a peut-être plus de moments de bonheur en dehors du travail, même si on travaille beaucoup. Et ma question derrière sur les études, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher les études pour se consacrer 100% au lancement de sa société? Bah, de faire les deux en même temps et d'avoir toujours une option B, quoi. Parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite. Et tant que tu as pas généré assez pour vivre sur Internet, c'est même pas une option de faire autre chose, quoi. Donc non, de pas lâcher et toujours de prévoir des études qui plaisent au cas où. Moi, si un jour je dois revenir ingénieur, enfin ça arrivera jamais, mais je me dis bon, bah, voilà, j'ai pas un truc qui est absolument horrible. Je dois pas faire un job alimentaire si ça arrive. J'aurai pas j'aurai une baisse de niveau de vie, mais je veux dire, ça sera pas non plus, ça sera pas un truc immonde. Donc je pourrais tenir en étant ingénieur quelques mois si jamais j'étais totalement à sec, plus de business, plus d'internet dans le pays, voilà. Mais donc oui, avoir des options, c'est important. Hmm. C'est toujours mieux. Bien. Je compléterai juste par rapport à ce que tu as dit, parce que toi, tu avais un business qui était rentable, mais tu as quand même continué jusqu'à la fin de tes études. Je pense que c'est intéressant, même si vous avez un business qui est rentable, de toute façon, si vous avez réussi un temps à faire un Y, à faire les deux en parallèle, c'est pas la fin du diplôme qui est compliqué. C'est se mettre au rythme du diplôme. Dans tout, dans nos diplômes, le truc c'est s'habituer. La dernière année, c'est jamais la plus difficile de son cursus. Donc c'est toujours intéressant de finaliser et puis d'avoir. Je suis obligé de te poser cette question parce que non, je le pose en plus si jamais mon fils regarde les vidéos, je veux qu'il soit sûr que parce que lui il veut créer des sociétés et du coup nous on veut qu'il fasse des études en parallèle des boîtes qu'il créera quoi s'il veut en créer. Donc mais c'est important. Hein. Faites attention à ce que vous voyez sur YouTube les amis. Je le dis à chaque fois mais je suis obligé. Je suis sur YouTube. Roman il est sur YouTube. YouTube, c'est magnifique. Pour moi, c'est la nouvelle télé. C'est-à-dire que c'est mieux que la télé TF1 et machin, là. Mais
attention, on raconte aussi beaucoup de raccourcis. Donc là, vous avez un exemple de quelqu'un qui a réussi, mais il s'est pas brûlé, il s'est pas brûlé les ailes alors qu'il aurait pu se la raconter et tout lâcher. Voilà, on fait les choses de manière réfléchie et toujours penser plan A, plan B, plan C. Roman, il a même pensé au plan sur Internet. Je pense que celui-là, j'espère qu'on va garder Internet quand même, mais t'as raison. Enfin non, mais worst case, c'est ce qu'on apprend dans tous les grands groupes, le PCA, le plan de continuité d'activité. Si ça crame, eh ben, les banques où je travaillais, ben, voilà, il y a des cycles secrets de repli pour aller travailler, pour assurer la continuité. Et c'est quoi le truc? Ben, si ça crame, ben, ça crame jamais. Mais une fois, on avait quand même eu OVH, il y a quelques années là, ils ont cramé. Donc ça arrive que ça crame. Et si t'as pas ça, ben, t'es juste dans la merde, quoi. Donc excellent. Qu'est-ce que tu dirais au Roman de tes débuts? Celui qui était encore à l'école et qui avait envie de lancer son business, tu lui dirais quoi? C'est une bonne question. Je dirais que tout ira bien. C'est déjà pas mal. Parce qu'on est pas mal stressé quand on est en études, à se dire oui, mais en fait, c'est très vite des calculs. T'es OK, ingénieur, mais je vais gagner tant par mois. Il me propose 2000 euros net. Donc, je lui dirais de pas trop s'inquiéter, en fait. Et que tout va se résoudre avec du boulot et de la persévérance. Tes associés, ou ton associé, ton premier associé, parce qu'après, bon, t'étais connu sur Internet, t'as sûrement eu d'autres, comment dire, d'autres ouvertures. Quand on commence à être connu, on est sollicité et on peut avoir d'autres. Mais ton premier associé, Maxime, je crois. C'est ça, Maxime. Tu l'as rencontré dans les études? Non, du tout. J'ai rencontré sur Internet. D'accord. Rencontré sur Internet. Il avait la même vision que moi à l'instant T. Donc, mais non, c'est marrant parce que dans les études, j'ai essayé d'emborder 2-3 personnes qui étaient dans mes classes, etc. Et ça l'a jamais fait. Ça l'a jamais fait et ils n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Excellent ce que tu viens de dire. Quand vous allez vouloir vous lancer, si tu nous écoutes et que t'es pas encore lancé, tu vas vouloir te lancer et au début, il y a un truc qui va se passer. Les premières semaines, les premiers mois, tu vas vouloir être comme un prêtre qui va vouloir convertir tout le monde. Parce que toi, tu vas avoir vu la flamme. Purée. Roman, c'est exactement ce que j'ai envie d'être. Il m'a le déclic. Et moi, c'est le but de ce podcast, donner des déclics. Au moins une personne qui va écouter un déclic de voir qu'on peut faire la vie. On peut être heureux dans la masse. Moi, j'ai rien contre le salariat. J'ai été épanoui, super épanoui. Par contre, ce que je veux, c'est que si on n'est plus aligné avec, moi, j'étais plus aligné. C'était dur. J'ai pris le courage de partir de ça. Et ce que je veux, c'est que quelqu'un qui est plus aligné, il puisse partir. Et quand tu vas vouloir le faire, d'un coup, tu vas avoir un truc qui va se voir et tu vas vouloir convertir tous ceux qui sont autour de toi. Et tu vas pas comprendre au début pourquoi les gens ne changent pas. Et moi, j'ai mis du temps, hein, je sais pas pour toi, mais j'ai mis du temps à me dire en fait, mais non, c'est moi qui ai changé. Donc peut-être qu'ils changeront un jour, peut-être qu'ils changeront pas. Mais Ils veulent pas changer. voilà, ils veulent pas et c'est ok. C'est pas grave. Mais au début, on a cette envie, on comprend pas. Quand j'ai investi dans l'immobilier, je comprenais pas que les gens investissaient pas dans l'immobilier. Tu mets des locataires dedans, tu fais des thunes. Do it. Et il faut accepter. Ça prend du temps et ça prendra du temps. Et du coup, moi, ce que je donne, par exemple, au moment de mes programmes en immobilier, c'est au début se taire. Ne plus en parler autour de soi. D'être un peu égoïste en repli pour pas être jugé et pas avoir envie de juger l'autre. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et oui, il faut être d'accord que les gens ne veuillent pas changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans que je suis dans le business. Ça fait 3 ans que je suis à temps plein, en fait, que j'ai plus les cours à côté. Et les gens, petit à petit, commencent à revenir. C'est-à-dire à dire, voilà, moi, j'en ai marre de mon boulot. Comment est-ce que tu ferais si, etc. Et donc, c'est plutôt pas mal. Ah, C'est plutôt encourageant. Maintenant, est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des envies qui surgissent. excellent, c'est excellent ce que tu viens de dire parce que j'ai eu ça aussi depuis maintenant, ça fait quelques mois que j'ai ça. Après, j'ai eu un changement de vie en allant dans le sud, alors les gens, ça les interpelle, tu vois. T'as parlé, t'as fait et t'as agi. Du coup, les gens, ils se disent, mais ah ouais, c'est pas un rigolo le mec, tu vois. Et du coup, C'est exactement ça. et hop, à un moment, t'as un chiffre de regard où les gens te demandent vraiment des conseils, mais où tu sens que c'est pas le même, c'est plus de la curiosité, c'est des conseils par rapport à, il y a eu un commitment, une validation de tout ce que t'as fait. Et alors on le fait pas pour ça, mais ça fait plaisir quand même. Oui, bien sûr, ça fait plaisir. Après, oui, c'est ça. On le fait pas pour ça, clairement. On le fait pour nous et pour les gens qu'on aime.
Mais oui, 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 ça arrive de plus en plus, en tout cas, des gens qui viennent demander conseil. Et ouais, c'est signe que c'est la bonne direction, je pense. C'est ça. Non, mais c'est excellent, ça m'est arrivé il y a quelques temps encore. Roman, est-ce que tu lis? Ouais, 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 je lis, ouais. Je lis, ça m'arrive. Je lis quelques livres par an, je dirais, mais ouais, j'essaye de m'y tenir. Yes. Est-ce que tu pourrais nous donner les trois livres qui t'ont le plus marqué en perso ou en pro, quoi, dans ta vie globale? Ouais, alors il y a le livre qui s'appelle Measure What Matters, donc qui explique un petit peu comment Google est structuré, si tu veux, et comment ils ont scalé Google. Donc ce livre est cool. Il y a les livres de Russell Brunson, mine de rien, c'était une sacrée mine d'or au début pour le business en ligne. Funnel Hacking, je crois que ça s'appelle. Et c'est les deux que je mettrais plus haut que les autres, en fait. C'est les deux bouquins qui sont vraiment très très bien. Et après, tu as pas mal de trucs du style, tous les bouquins, genre La semaine de 4 heures, etc., qui sont intéressants, mais qui sont un cran en dessous. Mais Hmm. par contre, je lis beaucoup, je lis des livres business. Je lis pas de fiction, de fantasy. C'est marrant, parce que moi, du coup, je lis beaucoup de livres de non-fiction, qu'on appelle de non-fiction. Et là, je me suis remis à me forcer pour mon cerveau, je pense que ça lui fait du bien, Ouais, t'as raison. à relire des livres de fiction. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, tu lis ça. J'avais vu ça dans un podcast, c'était pas mal, c'est de pas lire de non-fiction le soir avant de s'endormir. Pour laisser son cerveau partir sur de la fiction, donc partir sur de l'imaginaire. Et parce qu'on a un problème, alors, je sais pas si t'as le même problème que moi, mais de temps en temps, et c'est fatigant, mon cerveau, il arrive pas à se mettre sur off quand je ferme les yeux pour dormir. Oui, oui, tout le temps, tout le temps. Et Ouais. c'est fatigant parce que tu te réveilles le matin, ta femme elle te dit bonjour et tu lui dis oui mais j'ai ça à faire. Et là c'est pas bon du tout. Mais ça m'arrive de temps en temps. Tu sais, dans la nuit t'as eu des idées en fait et du coup en fait le matin t'attends que ça soit le réveil il sonne parce que t'as qu'une envie, c'est d'aller mettre en œuvre les trucs auxquels t'as pensé quoi. Et oui, oui, il faut réussir à déconnecter parfois. Et c'est pas facile. Excellent. Et Russell Brunson, du coup, c'est quelqu'un qui a créé un outil américain. C'est un Américain qui a créé un outil qui permet de gérer pratiquement l'ensemble de son business quand on a un business en ligne. Du C'est coup, ça. voilà, c'est un Américain, un jeune Américain. Il est assez jeune, je crois. Ouais, il doit avoir 40 ans, je pense. Voilà, c'était le numéro un. C'est l'un des précurseurs de tous les stratégies business que vous pouvez voir sur Internet. Excellent. Et scaler, juste, je reprends les termes comme ça, s'il y a des gens qui... Voilà, j'aime bien... C'est faire grossir son chiffre d'affaires, aller de plus en plus vite, embaucher des gens. Enfin, ou pas forcément, mais oui, scaler, c'est augmenter la vitesse de l'activité. voilà. Et, euh, et en fait, par exemple, là, nous, on parle de business qui sont scalables. Et à l'opposé, par exemple, un restaurant, vous avez 40 places dedans. Si vous faites 10 places tous les jours, vous allez pouvoir trouver une stratégie pour scaler votre business. Par contre, vous savez que si vous avez la possibilité de faire deux services et qu'il y a 40 personnes, vous pourrez scaler que jusqu'à 80 couverts. Et d'où l'intérêt, pour moi, quand on se lance dans un premier business, en tout cas, de faire en sorte d'avoir un business qui soit potentiellement comment construire un business scalable ou comment construire un business qui puisse avoir une transformation. Je discutais avec mon kiné qui est pas scalable, je dis mais je suis sûr je te trouve des choses où tu utilises tes compétences pour faire un business scalable. Et un business scalable, normalement, ça peut monter effectivement. Encore un autre mindset, hein. Je sais, pour avoir discuté avec beaucoup de restaurateurs, etc., ils n'ont pas trop forcément la vision scaling. Non. Ils l'ont pas du tout. En fait, c'est un type d'entrepreneur encore différent. Et il y en a qui l'ont dans la restauration et qui arrivent à ouvrir plein de restos, mais beaucoup, les gens qui ont leur propre affaire, qui a pignon sur rue, c'est un esprit encore différent en fait. C'est un esprit encore différent. Et certains s'en sortent très bien. Mais ouais, ils n'ont pas le truc de faire plus le lendemain. Eux, si c'est plein et que ça tourne, c'est bon. Alors dans le sud, c'est pire que ça. C'est que, pour la petite histoire, s'ils ont fait un bon chiffre d'affaires, quand tu vas manger chez eux, tu dis non, c'est bon, j'ai assez travaillé. Alors qu'ils scalent. Et pourquoi pas? Je veux dire, si Ouais. ils sont OK avec ça, très bien. Non, mais comme je viens de Paris, à Paris, les restaurateurs, enfin n'importe qui, si tu peux te gaver, enfin tu refuses pas un client si tu peux prendre 50 balles, quoi. Ouais, totalement. Mais bon. Totalement, je suis d'accord avec toi. Yes, ouais, c'est vrai que la notion de scalability que nous, en fait, on met à toutes les sauces. Alors peut-être trop d'un autre côté, hein, peut-être que
pour moi, c'est ce qui m'anime, c'est mettre des systèmes qui soient scalables. Mais peut-être qu'au final, peut-être que effectivement, c'est pas une fin en soi. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui vraiment m'anime. Je trouve que c'est un pur kiff. Mais c'est vrai que voilà, le restaurateur, j'ai envie, toi, moi, quand je parle avec des restaurateurs, je parle souvent, j'ai envie de leur dire, mais vous pouvez faire ça, monter. C'est énorme. Alors, et ça, c'est important parce que c'est là, c'est ce qui a animé la création de ce podcast. C'est un conseil pour la personne qui nous suit depuis environ 1 heure. Il est avec nous. Il a envie de se lancer et il va retourner dans quelques minutes dans sa prison dorée. Je t'en parlais juste avant, c'est-à-dire l'enregistrement, son CDI, donc sa piqûre, 3 000, 4 000, 5 000, même 10 000 euros par mois de salaire. Sachant que le salaire moyen est à 1 800 euros, donc la piqûre, elle n'est pas forcément toujours si grosse que ça. Et qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est motivée là? Il a envie de faire comme toi, mais dans quelques minutes, il va faire sa première réunion d'équipe du matin, qui va enchaîner sur un comité qui sert à rien, mais il est obligé d'y aller, il sait pas pourquoi, etc. Puis après, il va aller manger avec ses collègues. Et puis en fait, tout ça, toute l'énergie. Ouais. Alors bah déjà, est-ce que il y a l'envie de changer et est-ce que c'est plus douloureux de rester ou alors de changer? C'est aussi ça le truc. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, qui est salarié, s'il est heureux, il peut très bien investir à côté. Et je veux dire, il n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être libre financièrement, je pense. Par contre, voilà, c'est plus si quelqu'un est malheureux et a envie de changement, là, il faut vite agir. Et il y a des dizaines de possibilités sur le web. Ça peut être l'IMO, ça peut être le freelancing, ça peut être le e-commerce, ça peut être l'infoproduit. Enfin, il y a tellement de trucs. Donc, déjà, commencer à regarder, pas forcément dépenser des 1000 et des 100 au début, mais se former, quoi. Et petit à petit, faire un pas de plus chaque jour. Mais voilà, faut pas s'inventer des problèmes. Si on est heureux dans son job et épanoui, etc., faut pas aller chercher non plus ailleurs. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Yes, je suis assez d'accord. Ça, vous pouvez écouter ce podcast parce que ça vous kiffe de comprendre ce qui se passe dans l'entrepreneuriat et vous êtes très heureux. Maintenant, c'est parce que vous gagnez bien votre vie que vous êtes heureux. Donc faites attention à ça. Mais oui, si vous êtes heureux et que ça vous fait kiffer d'écouter. Maintenant, si vous écoutez pendant 1 heure une interview d'entrepreneur, peut-être qu'il y a quand même un muscle qui est en train de se créer chez vous. Je suis d'accord. Ok. C'est qu'il y a des questions qui se posent. Et dans ce cas-là, il faut essayer d'y répondre. D'ailleurs, ça fait environ 1 heure qu'on est ensemble. On va arriver vers la fin du podcast. C'est quoi le nom de ton jeu vidéo? Donc ça s'appelle Mecha Chain et c'est un jeu mobile qui inclut des NFT et de la crypto. Donc nous, on pense que c'est l'avenir finalement du jeu vidéo en général. Et il y a des très très gros acteurs qui mettent de l'argent dans ce secteur. Donc le concept en gros, c'est quand tu joues à un jeu, quand tu achètes des trucs, c'est pas à toi, tu n'es pas rémunéré pour ton temps de jeu. Là, avec les jeux vidéo Web3, tout ce que tu achètes, tu en as la pleine propriété, donc tu peux le revendre. Et en plus de ça, tu es rémunéré en token quand tu joues. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives, ce qui fait qu'il y a des gens dans certains pays pour qui ça peut devenir un métier. Enfin, ça ouvre un champ des possibles qui est vraiment très très bon. Et ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus avec une démo qui sort en février, donc dans quelques mois. Voilà, donc c'est une équipe de 35 personnes. C'est vraiment un très très gros projet. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Et voilà. Et sinon, pour la formation, ça s'appelle Ecom French Touch et vous pouvez trouver ça sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec 150 000 abonnés et plein de vidéos. Bon, on mettra tous les liens en dessous. Et si vous êtes encore là, mettez-nous dans les commentaires jeux vidéo. Ça nous montrera que vous êtes arrivé jusqu'à maintenant. Et dites-vous que vous faites rien par hasard. Ce qui m'a donné envie de créer ce podcast et cette chaîne, c'est que il y a un podcast, un gars qui s'appelle Mathieu Di Stéphanie, je crois, le nom de la personne. En fait, je suis tombé dessus et je me suis rendu compte qu'il faisait des podcasts de 2h50 et alors je les écoute pas d'un coup et je les écoute en x2, donc faut être habitué. Mais en fait, je me suis rendu compte que je les écoutais. Il interviewe des entrepreneurs d'un certain niveau. Alors, il y en a que j'aime pas, donc en fait, tu vas fouiller. Mais je me suis rendu compte en fait que prendre le temps d'échanger avec une personne, quand on échange 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ben, c'est beaucoup plus puissant que une vidéo de 5-7 minutes où on va vite se dire l'essentiel, qui tu es, qu'est-ce que tu fais là. On prend le temps. Donc là-dedans, c'est pour ça que j'écoute en x2 parce que il y a des choses
Pour moi, en tout cas, écouter en x1, c'est mieux pour moi pour l'average time, pour la durée moyenne. Maintenant, dans la vérité, un podcast comme ça, vous pouvez largement l'écouter. Vous habituez à l'écouter en 1,25 déjà. Après, 2, ça commence à être compliqué. Je sais pas si tu fais ça, Roman. J'écoute en 1.5 les podcasts et ça dépend parce que j'écoute beaucoup de podcasts anglais et c'est Ouais, c'est plus compliqué. difficilement compréhensible. Mais oui, un 25 tout le temps, quoi. Et oui, le podcast permet finalement d'aller plus loin dans les concepts et ça permet aussi aux gens d'écouter en faisant autre chose. Et ça, c'est quand même assez puissant. Donc, je pense que le podcast, c'est très en vogue et tu as bien fait de lancer un podcast. Et dernière question. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? Honnêtement, pas grand-chose. Même rien du tout, en fait. Je suis très heureux comme ça et tout avance dans le bon sens. Donc, non, j'ai pas grand-chose à changer et tant mieux. Écoute, c'est parfait. On arrive à la fin de l'entretien. Pour moi, effectivement, tu coches toutes les cases de l'entrepreneur à succès. Tu l'es déjà. Je pense que le meilleur est à venir. En tout cas, je te le souhaite. Et il n'y a pas de raison que tu déchires pas tout dans les années qui arrivent. Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'aurait pas vu? Je pense qu'on a fait un tour assez sympathique. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à cette personne, cette femme ou cet homme qui t'écoute? Eh ben non, juste que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple, mais que ça vaut largement le coup pour s'épanouir personnellement. C'est vraiment top. Pour se mettre aussi à l'abri financièrement, ça peut être une bonne option, surtout par les temps qui courent. Donc non, faut rien lâcher. Et je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast. C'était vraiment cool et j'ai bien apprécié la discussion. Donc merci à toi, Damien. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Yes, merci et à très vite. Ciao. Ciao.